L'éclairage du jour. Oui, rappelez-vous, c'était pas il y a si longtemps que ça. Mardi 8 mars, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP, publiait les déclarations de patrimoine des candidats à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron lui déclarait environ 550 000 euros de patrimoine, principalement constitué de comptes bancaires et d'instruments financiers. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a eu très peu de changements depuis 2017, mais la HATVP a, elle, considéré que cela ne présentait pas de caractère anormal. Pour rappel tout de même, net de tête, le montant du patrimoine d'Emmanuel Macron à l'époque, donc en 2017, s'élevait net, je parle bien de dette, à 309 000 euros. Certains ont quand même pu se poser certaines questions. Dès 2017, Emmanuel Macron, qui avait gagné 2 millions d'euros chez Rothschild, serait plus pauvre que le berger Lassalle. Comment expliquer cela ? Macron, qui désormais, président de la République, perçoit les plus hauts salaires de l'État en tant que président et avant de ministre, se serait si peu enrichi entre 2017 et aujourd'hui ? Ça pose des questions. Et Jean-Baptiste Rivoire, ancien responsable de l'investigation à Canal+, et Gauthier Meignier, journaliste au Monde, ont mené cette enquête qui aboutit à un documentaire sur Off Investigation qui a été diffusé hier à 18h. Ils émettent clairement de sérieux doutes sur les honoraires reçus par Emmanuel Macron, notamment en 2012, à l'occasion du rachat par Nestlé d'une filiale de Pfizer. Je vous propose d'écouter un extrait. Selon notre source proche de la banque Rothschild, l'hypothèse que Macron n'ait pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur le deal Pfizer-Nestlé n'a jamais convaincu les milieux d'affaires. C'est une histoire pour endormir les petits enfants le soir. Et personne de sérieux ne l'a cru, ce truc, c'est n'importe quoi. Vous voulez dire personne de sérieux n'a cru les explications qu'il a données sur sa rémunération chez Rothschild ? C'est ça. Pour toute l'année 2012, il n'y déclarait que 720 000 euros de bénéfices industriels et commerciaux. Mais là encore, pour notre fiscaliste parisien, c'est peu crédible. En 2012, il aurait touché une commission de 700 000 sur la commission touchée par Rothschild. Faites le calcul. Si on dit 700 000 sur 30 millions, c'est peau de chagrin. C'est vraiment peau de chagrin. J'estime qu'une rémunération de l'ordre de 5 à 10 millions aurait été quelque chose de minimum. On parle complètement off là. Je connais bien le système des associés gérants chez Rothschild. Les associés gérants ont chacun une sorte de petite société, genre auto-entrepreneur. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un trust, mis à Jersey ou à Guernesey ou à l'île de Man, puisque Rothschild est à cheval entre Paris et Londres. On leur verse à peu près 20% de leur rémunération sous forme d'une paye classique, avec une feuille de paye comme vous l'avez, comme moi j'ai, et puis on leur verse les 80% qui restent dans le trust. Le trust, il est anonyme. Il y a un avocat, une boîte à lettres à Jersey ou à l'île de Man, et il n'a pas fait apparaître qu'il avait reçu dans un trust. S'il veut que ça redevienne à lui, il suffit qu'il claque dans les doigts. Voilà. Vous avez entendu donc un extrait de ce documentaire Off Investigation qui pose quand même de grandes questions, notamment sur cette déclaration de l'argent gagné avec la vente de la branche nutrition infantile de Pfizer par Nestlé. Je rappelle, pour que tout le monde comprenne bien, que c'est un deal, comme on dit, dans le milieu qui était effectué en 2012 et que, en général, une banque qui mène ce genre d'acquisition gagne entre 0,5 et 1,5% du contrat. Donc, pour une acquisition à 9 milliards d'euros, on serait entre 45 et 135 millions d'euros. Et normalement, le banquier qui est en avant dans cette affaire, évidemment, touche des bénéfices bien plus importants. Là, il serait estimé pour Emmanuel Macron à 5 et 10 millions d'euros. Donc, on est bien en dessous des 720 000 déclarés de bénéfices. Voilà la question qui se pose notamment dans ce documentaire. Pour en parler, nous sommes avec Charles Prats. Bonjour. Oui, bonjour Clémence. Vous êtes magistrat, vice-président de l'Association professionnelle des magistrats. Et évidemment, on vous connaît pour votre spécialité sur l'évasion fiscale, sur les fraudes plus généralement. Et vous avez publié ces 2 livres, Cartel des fraudes 1 et 2, aux éditions Ring. Vous avez, j'imagine, suivi cette affaire-là de Off Investigation et cette enquête sur le patrimoine d'Emmanuel Macron, patrimoine peut-être potentiellement caché. Comment vous réagissez d'abord à cette enquête qui a été diffusée hier ? Écoutez, alors c'est vrai que on attendait cette enquête, ce documentaire avec gourmandise et délectation, puisqu'il avait été un petit peu annoncé, mais j'aurais tendance à dire qu'on l'attendait depuis bientôt 5 ans, depuis 2017, parce qu'on savait déjà en 2017 qu'il y avait un problème. Tout à fait.
par rapport à la déclaration de patrimoine Emmanuel Macron. Maintenant, c'est vrai que les gens peuvent être légitimement choqués par ce qu'ils apprennent, et notamment par ce système de rémunération qui se situerait dans un trust. Mais ça va plus loin, parce qu'en réalité, si vous regardez bien, j'invite d'ailleurs tout le monde à aller regarder ce documentaire, ça dure une petite heure, c'est très intéressant. Et en réalité, les gens vont découvrir un système de rémunération qui n'est d'ailleurs pas l'apanage des banquiers d'affaires, qui fonctionne aussi, notamment qui fonctionnait avec les avocats qui travaillaient dans les cabinets anglo-saxons, et donc avec un partage de rémunération qui est à la fois versé en France, mais aussi en Angleterre ou à l'étranger. Et ils vont apprendre comment, dans ce pays, un certain nombre des plus hauts revenus réussissent finalement à échapper à l'impôt et aux cotisations sociales, parce qu'il y a aussi les charges sociales derrière, bien sûr, avec des systèmes comme ça qui sont organisés, et le pire, qui a priori seraient légaux et qui ne relèverait pas de la fraude fiscale, mais d'un montage qui serait accepté par le ministère des Finances. C'est bien toute la question en fait aussi qu'on se pose derrière ce documentaire. Donc pour les personnes qui nous écoutent, donc on a ce système où finalement Emmanuel Macron n'aurait dans ce deal reçu que 20% officiellement de salaire, mais 80% donc sont partis dans les trusts a priori on ne sait pas où, à Guernesey ou à Jersey. Mais ça c'est très choquant, mais est-ce que c'est illégal comme vous dites? Pas forcément en fait. Alors c'est un petit peu compliqué. Oui. Bon, pour vous expliquer le mécanisme, si jamais c'est ça, parce que bien sûr, la banque Rothschild a refusé de répondre aux journalistes, l'Élysée a refusé de répondre aux journalistes, plus personne ne veut répondre à aucune question. Si le système qui est décrit est celui qui est utilisé, ça marche de la manière suivante. Effectivement, vous avez la rémunération versée en France qui est déclarée, etc. Et vous avez une rémunération qui est versée en Angleterre, et notamment pas en Angleterre, mais dans des trusts, soit dans les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey ou à l'île de Man. Donc avec création d'un trust sur lequel est versée cette rémunération. Un trust, c'est quoi? Alors c'est pas comme le démembrement de propriété en France, du propriété, vous savez, et puis du friquet. C'est un système anglo-saxon qu'on a du mal à appréhender en droit français, parce que nous on ne connaissait pas ça en droit français, même si on a introduit la fiducie. En clair, vous avez un constituant, là en l'espèce ça pourrait être la banque, on appellerait le constituant, qui va donner de l'argent à un gestionnaire qu'on appelle le trustee, qui serait un avocat trustee, par exemple à Jersey, pour un bénéficiaire qui serait, là par exemple Emmanuel Macron, si c'est le cas. Bon, le bénéficiaire n'est pas propriétaire de l'argent. Ça ne rentre pas dans son patrimoine, il n'a pas à le déclarer, il ne paye pas d'impôt dessus. Le constituant transfère cet argent, donc cet argent n'est plus dans son patrimoine, donc il n'a pas à payer d'impôt dessus, et c'est le trustee, le gestionnaire, qui gère cet argent. Et en réalité, l'argent ne rentre dans le patrimoine du bénéficiaire que quand il demande à en bénéficier, si le trust est géré de cette manière-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le bénéficiaire n'a pas à déclarer l'argent aux impôts, n'a pas à le déclarer par exemple à l'époque pour l'ISF, ne paye pas de charges sociales dessus, ne paye pas d'impôt sur le revenu dessus, et dans la législation française, il ne paiera des impôts qu'au moment où il demandera à bénéficier de l'argent et que l'argent sera versé sur ses comptes personnels. Mais en attendant, tout ce patrimoine-là est versé dans un trust et c'est totalement non fiscalisé pour lui. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'a priori, ce qui a été révélé par l'investigation hier, c'est que tout ça a été validé par ce qu'on appelle un rescrit fiscal, c'est-à-dire un accord de l'administration fiscale française, qui aurait été négocié à l'époque, non pas par Emmanuel Macron, mais par Mathieu Pigasse, qui était le patron de la banque Lazare, qui est l'autre grande banque d'affaires française, justement pour pouvoir gérer la rémunération des banquiers d'affaires, et Rothschild aurait demandé la même chose. Et donc, en fait, vous auriez un accord de l'administration fiscale qui aurait dit « Ok, Banco, dans le cadre de la convention fiscale franco-britannique, on vous autorise à verser une partie des rémunérations, comme vous avez des sièges à Londres, etc., sur le système de rémunération anglais, et donc à verser ces rémunérations comme ça. C'est scandaleux, on entend quand même Bruno Le Maire tous les jours dire on lutte contre l'évasion fiscale et tout ça, revenez. Et puis de l'autre côté, on voit qu'en fait on a un accord finalement pour aider, pour accompagner cette évasion, là, clairement.
Ah, écoutez, ils vous diront que c'est pas de l'évasion fiscale. Oui, c'est de l'optimisation. Mais effectivement, ça ressemble quand même farouchement. Et rappelez-vous, parce que là, du coup, ça éclaire mieux un petit détail. Il y a quelques années, il y avait eu un procès des URSSAF. Les URSSAF avaient fait des procès aux avocats parce que les avocats avaient un système de rémunération un petit peu similaire où les avocats qui étaient basés à Paris dans des grands cabinets internationaux s'inscrivaient comme avocats aussi à Londres et faisaient verser une partie de leur rémunération à Londres, ce qui leur permettait d'éviter de payer les charges sociales en France, les cotisations de barreau, etc. Et les URSSAF avaient fait un procès aux avocats. Et à l'époque, l'État français était venu au tribunal et à la Cour de justice de l'Union européenne en défense des avocats, en disant non, ils ont raison, c'est l'application de la Convention franco-britannique, etc. Et donc l'État français était venu contrer les URSSAF. Elle joue le jeu, oui, c'est très intéressant. Ça m'avait beaucoup surpris. Et donc, à l'époque, les avocats avaient réussi à sauver le système, notamment c'était les European Registered Lawyers à Londres. Et donc là, peut-être qu'on comprend mieux maintenant pourquoi cette position assez surprenante de la France avait été adoptée à l'époque, de l'État, du gouvernement français, parce que manifestement, il n'y avait pas que les avocats qui étaient dans la partie, et il fallait peut-être protéger aussi un certain nombre d'autres accords et d'autres modèles de rémunération qu'on découvre aujourd'hui. Moi, ce que je pense, pour aller plus loin que l'enquête de Hof Investigation, il faudrait vraiment que les parlementaires, les commissions d'enquête ou la commission des finances de l'Assemblée ou du Sénat se saisissent de cette question-là pour exiger la communication des rescrits fiscaux qui ont été accordés à Rothschild ou à la Banque Lazare ou aux banques d'affaires pour savoir si oui ou non le ministère des Finances a accordé son imprimatur, son blanc-seing à ce type de montage et qui l'a accordé. Et qui l'a accordé et à quelle époque. Parce que on voit apparaître dans le reportage à un moment donné un extrait d'une instruction de Bercy, du ministère des Finances, qui date de décembre 2012. Rappelez-moi qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée en décembre 2012. Un certain Emmanuel Macron, non? Ah, peut-être, je sais pas. C'est vous qui le dites. Non, mais une des questions que je me pose également, c'est que là, vous disiez tout à l'heure que finalement, dans ce montage, rien n'était illégal. Mais est-ce que c'est pas de la déclaration? Est-ce que dans la déclaration de patrimoine, il n'y a pas non plus d'illégalité à ne pas déclarer ce trust? Voilà, toute la question. Alors, quand je vous dis que c'est pas illégal, encore une fois, je vous dis, il faut voir si oui ou non l'administration fiscale a donné son accord à ce type de montage. On a l'impression que oui, visiblement, s'ils vont dans... Bon. Je pense qu'il y a des chances qu'il y ait eu un accord de l'administration fiscale. Ensuite, toute la question de regarder la loi de 2013 sur la haute autorité, sur la transparence de la vie publique, et savoir si ce type de montage doit être déclaré ou non. Voilà. Et là, c'est là où on va rentrer. Il faut je ne veux pas vous dire de bêtises, il faudrait vraiment regarder de manière très fine les textes, mais avec ce système de trust où les personnes ne seraient que les bénéficiaires finaux et donc ne sont pas les constituants. Parce que des fois, vous pouvez avoir des systèmes où le constituant est en même temps bénéficiaire, et là, on est vraiment dans des systèmes d'évasion fiscale utilisant le mécanisme anglo-saxon du trust. Bon, là, ce serait pas le cas. Il faudrait vraiment voir si dans cette hypothèse d'un trust où l'homme politique n'est que le bénéficiaire, mais au jour J ne bénéficie pas des fonds qui ont été transférés par le constituant à son bénéfice, donc dans un trust et géré par un trustee aux Anglo-Normandes ou ailleurs, et il faut voir si effectivement il n'y a pas là un trou dans la raquette de la loi et une possibilité qui a été utilisée de dire je n'ai pas à déclarer puisque juridiquement ça ne rentre pas dans mon patrimoine. Parce qu'encore une fois, juridiquement... Mais on peut considérer ça comme un passif, pardon, je ne connais pas forcément les bons termes, mais une réserve qui doit quand même être déclarée. Oui, c'est ça, comme une créance, oui. Comme une créance, sauf que juridiquement parlant, encore une fois, il faut bien comprendre que le trust, c'est un mécanisme qui est très particulier et qu'on a du mal à faire rentrer dans notre logique de droit français. Il faut vraiment regarder. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir aussi si la banque Rothschild a versé les impôts dus pour la constitution des trusts, puisque normalement, vous avez une taxe de 0,5%, à l'article 990-O du Code général des impôts, qui est due quand il y a comme ça constitution d'un trust. Sauf que, en fait, cette imposition est due quand c'est une personne française qui constitue le trust. Là, en l'espèce,
la petite subtilité, c'est que ce serait la structure britannique qui aurait constitué le trust, non pas la structure française. D'où cet accord avec rescrit fiscal de Bercy, qui aurait dit ok banco, vous pouvez verser une partie des rémunérations, non pas depuis la structure française, mais depuis la structure britannique, et tout ça dans le cadre de la convention fiscale franco-britannique qui permet d'éviter les doubles impositions, et qui a en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, un impact non seulement sur les impositions, sur la fiscalité, mais aussi sur les charges sociales, et donc d'éviter aussi le paiement des charges sociales en France. Charles Prats, une dernière question rapidement. Vous pensez que ça peut jouer quand même dans les élections, cette affaire, même si pour le moment il n'y a pas d'illégalité, il y a, on va dire, il y a anguille sous roche, il y a fumée. Non, ça va même plus. Politiquement, c'est du foutage de gueule. Ouais. C'est-à-dire que c'est un scandale absolu. Même si, effectivement, il n'y a pas d'imposition due, etc., le simple fait qu'il pourrait y avoir comme ça des millions et des millions d'euros qui ont été perçus avec imposition zéro, charge sociale zéro, alors même qu'on vient nous faire les kékés, si vous passez l'expression, disons, lutte contre la fraude fiscale. Et oui, c'est ça. Rappelons Bruno Le Maire, oui. C'est un scandale absolu. C'est-à-dire que là, ça commence à faire beaucoup. Rappelez-vous l'affaire McKinsey, on en parlait encore il y a quelques jours. Bien sûr. On en fait une table ronde demain d'ailleurs. Oui. Voilà, on en parlait ensemble il y a quelques jours. Tout à fait. Donc c'était le McKinsey Macron-Gate. Maintenant vous avez le Rothschild-Gate. Enfin, c'est hallucinant et très objectivement, dans une démocratie normale, honnêtement, je pense qu'Emmanuel Macron devrait retirer sa candidature. Et le parquet national financier peut-être pourrait se saisir sur ce genre de questions, non ? Ah, mais tout à fait. Puisqu'en plus, les faits étant commis... D'habitude, ils ont la saisine assez facile. Il y a 5 ans, rappelez-vous l'affaire Fillon. Eh oui. Il y a 5 ans, l'enquête serait déjà ouverte. Là. Le jour même. Oui. Et donc, très objectivement, il y a un vrai sujet. Et politiquement, normalement, il devrait y avoir une conséquence immédiate, qui serait que le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, devrait venir s'expliquer devant les Français. Il devrait y avoir effectivement une investigation, je vous le disais, parlementaire pour voir s'il y a un rescrit fiscal ou pas qui a effectivement été accordé, pour que toute la lumière soit faite, non seulement juridiquement, enquête du procureur, si jamais, etc., mais surtout politiquement. Donc ça, c'est le rôle des commissions d'enquête parlementaire. Alors c'est un peu tard pour en créer une, mais c'est le rôle des présidents des commissions des finances et rapporteurs généraux des budgets qui ont ces mêmes pouvoirs d'investigation immédiate. On va aller voir tout de suite, aujourd'hui même, s'ils le veulent, à la Direction générale des finances publiques, ce qui se passe. Et effectivement, on devra en tirer toutes les conséquences sur la candidature d'Emmanuel Macron, parce que à l'heure où on demande beaucoup plus d'efforts à tous les Français, et on explique que il faut réformer les retraites, il faut travailler jusqu'à 65 ans, etc., etc. Si on découvre que par de ce type de système-là, vous avez des gens qui se permettent de placer en dehors de toute fiscalité des millions et des millions d'euros, et qu'en plus il y a l'accord du ministère des Finances, ça pose de graves questions. C'est un scandale absolu, et ça devrait discréditer complètement les personnes qui se sont rendues moralement coupables de ce genre de choses. Merci beaucoup Charles Prats, magistrat vice-président de l'association professionnelle des magistrats et grand spécialiste des fraudes et notamment de l'évasion fiscale parmi d'autres fraudes, et vous êtes auteur de ces 2 livres, Cartel des fraudes 1 et 2, toujours aux éditions du Ring, car vous êtes un homme fidèle. Merci encore Charles Prats.